monter dans tes entrailles, comme l'oiseau porte ses rêves, comme le cœur porte l'amour, femme, comme une rose qui frétille quand le soleil fait son... Moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, mais moi je ne vais pas m'asseoir dans la cuisine, je regarde pour vous, mesdames. Donc, c'est un petit peu ça. Par exemple, j'ai vu un Inde où il y avait des constructions dans le secteur du bâtiment. Et les hommes prenaient les hommes, et c'est les femmes qui levaient les grands seaux de béton qu'on avait fini de faire. Et elles étaient pieds nus, sous un soleil de 40 degrés à New Delhi. Donc, c'est pour ça que je dis, les rôles sont spécifiques. Vous avez dans les pays musulmans ces femmes qui ont le droit de le montrer. Donc, ça va vers des facteurs idéologiques et religieux. Vous avez ces femmes, vous les voyez comme des momies, des zombies qui passent, où il n'y a que les deux yeux qu'elles doivent laisser paraître. Pas un petit espace de leur corps ne devrait paraître, etc. Il fait près de 40 degrés, oui alors. Donc vous vous imaginez ces femmes tout en noir. Elles ne doivent pas avoir une bonne odeur de toute façon. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, et le genre est réellement soumis à certaines règles, certaines responsabilités définies par la culture, la religion, l'ethnie, etc. Tandis que l'égalité va supposer la mise en œuvre de politiques, mais surtout politiques en faveur de l'égalité des chances, l'égalité des opportunités. Et c'est ça qui pose des problèmes. L'égalité des chances et des opportunités devrait permettre aux femmes et aux opportunités par rapport aux hommes que nous avons les mêmes compétences. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, dans beaucoup de pays, les femmes sont considérées comme le sexe faible. Hein? Vous savez, en Haïti, nous avons tendance à prendre la femme comme quelqu'un qui doit être pleurnicharde, hein? Et puis qui doit, comment je dirais, qui doit languir. Hein? Hein? Alors que aux hommes, on leur refuse même le droit de pleurer, garçon pas crier. Maman mourir, ils vont pas crier. Madame ni mourir, ils vont pas crier. Moi j'ai un garçon, qui est hein? Et puis aux femmes, il faut faire crise, il faut laguer corps à terre, rouler. Et si vous allez dans les villes de province, c'est extraordinaire. Quand une femme qui a un mari en province et qui perd cette femme à sa mère, qui meurt, etc., il faut laguer corps à terre, il faut messie à lever. Madame n'a fait 200 kilos, messie a fait 100 kilos. Il faut messie à lever, c'est ça prouver qu'elle remèle. Tout autant messie à pas remèle, la vue corps à terre. Vous allez tuer messie à vous tuer lever. Ok? Donc, c'est ça que nous véhiculons. La femme est le sexe faible, inférieur, et c'est pour ça que souvent, elle ne va pas bénéficier des mêmes droits et des mêmes avantages que les hommes. Il y a un autre volet qui est important aussi. Souvent aussi en milieu rural, pourquoi la femme ne peut pas bénéficier des mêmes avantages? C'est parce que en milieu rural, ce sont les hommes qu'on va instruire. C'est les hommes qu'on envoie à l'école. La petite fille doit rester à la maison, elle doit aller puiser de l'eau, laver les assiettes, etc. Et si là l'école, c'est juste pour permettre d'apprendre à lire écrit, de livrer un certificat, le tout fini. J'avais 9 ans, je suis arrivée chez mes grands-parents, mon grand-père tout fini.
hier, bon, me lit papier de terre. Et puis moi, il n'y a pas de diction dans l'école là, il m'a lu papier de terre. Il a réuni tout un ensemble de notables dans la province là, que petit qui ont lit. Et puis, là, je finis papier de terre, tout le monde va bravo. Grand-père me dit, maman, un bon petit corps, un bras le bas où pour acheter ton machine à coudre pour lui, tu mets la fille bon. Donc, c'est ça les éléments culturels. Ok? Donc, il a tellement demandé pour cette machine à coudre quand il est arrivé à Port-au-Prince, on a dû acheter la machine à coudre pour lui montrer. Maman me dit, achetez-lui, il n'a pas pris, il n'a pas pris. Il dit, il faut une chemise pour moi. Ok, l'approche de... Et vous savez, en milieu urbain, nous avons tendance à reproduire certains comportements. Le petit garçon qui est élevé, les messieurs qui sont dans la salle, vous n'allez pas dire que je mens, parce que vous élevez dans des petits princes. Nous, ils viennent les tirer chaussettes là, nous voyons, et puis maman voyait soeur aller ramasser, nous lever sous cabane, nous parlons gel. Et pas qu'on y a. Là, nous finissons manger. Vous n'êtes pas capable de chuter vous. Quand nous finissons manger, vous n'êtes pas capable de desservir, de mettre votre assiette dans l'évier ou bien quand vous allez laver là. C'est votre soeur que la maman appelle. Donc, si nous pas une soeur, c'est maman avec la bonne qui fait ça, parce que le petit prince n'est pas capable de le faire. Quand je venais de me marier avec mon mari, nous chita là, on a mangé à table, le réfrigérateur était à l'arrière, il dit, chérie, tu me donnes un petit peu d'eau? Oh, chez moi, et ma maman qui me servait, tout pas mener là, petit. Donc, c'est pour vous montrer qui ça. Vous avez des monsieur. La manger, là, je suis en facile de l'air, je suis là, il dit, prends de l'eau à vous, moi, ça va mener maman une fois pour toutes. Donc, il s'agit d'un système de relations sociales, symboliques, parce que c'est ça qu'on leur apprend, symboliques et psychiques, dans lesquelles les femmes sont perçues de manière inégale par rapport aux hommes. Les tâches ménagères, c'est nous, et certaines tâches, c'est nous, et les hommes, Timé au bagage doit, jamais l'aide, les hommes, Timé au etc. Ok? L'approche de genre considère que contrairement au sexe anatomique et biologique, c'est ce que je disais tantôt, qu'on est homme, femme, etc., qui est inné. Donc, il existe un sexe socialement construit et c'est ce que nous faisons. Moi, je travaille beaucoup dans ce secteur de VIH-Sida et je travaille beaucoup avec des homosexuels, hommes ou femmes. Donc, socialement, le genre, ils le vivent d'une autre manière que ce qu'on voit. Et c'est fondé sur des rôles socio-différenciés, mais aussi, ici, on a également beaucoup de stéréotypes. Qui ton un garçon met ton pantalon rose, ça va passer. Des inégalités par rapport surtout quand on parle dans certains pays, on est dans un rapport de domination. C'est comme quoi que l'homme est le sexe dominant. Et moi, vous savez, il y a beaucoup de femmes battues dans ce pays. Beaucoup de femmes battues. Hein? Vraiment beaucoup de femmes battues. Et c'est parce que culturellement, puisque ils ont fait senti que c'est le sexe faible, l'homme est le sexe dominant. Moi, j'ai déjà vu des femmes battues, les retourner quand maman, papa remet les retourner. Maman dit, mais petit, c'est mal, il doit battre. Mais c'est ça, hein, c'est la réalité que je vous dis là. Et fort heureusement, je reçois aussi quelques hommes battus. Et je suis très contente que je me dise ça.
C'est pas vrai, je ne suis pas contente. Je fais mon travail de psychiatre, mais c'est pour vous dire qu'il y a des hommes battus aussi. Ils sont peu nombreux, mais il y a des hommes battus. Dernièrement, j'ai vu un homme que madame lui cassait toute tête là au casserole. Donc, les femmes et les hommes remplissent des fonctions différentes, aussi bien au sein du foyer qu'au sein de la communauté. Pendant longtemps, pour notre chère demoiselle, pendant longtemps, certains métiers étaient considérés comme masculins. Il n'y a pas 10 ans, depuis qu'on admet des hommes à l'École nationale des infirmières. C'était un métier uniquement en Haïti réservé aux femmes. Et je vais vous dire, ce n'est pas l'École nationale de Port-au-Prince qui a eu la primeur, c'est l'École nationale de Jérémie, dirigée par des sœurs et qui a ouvert la porte. Donc, ce sont sœurs qui étaient très évoluées, qui a ouvert la porte aux hommes à l'École nationale d'infirmières de Jérémie. Ensuite, les cailles ont emboîté le pas et Port-au-Prince par la suite. Donc, il y a des métiers qui sont considérés comme hommes pour hommes, des métiers qui sont considérés pour femmes. Et de plus en plus, nous voyons des hommes secrétaires qui vont aux écoles de secrétariat. C'était des métiers réservés aux femmes. C'est pour vous montrer que les choses évoluent. Vol sociologique, psychologique, culturel, nous allons voir que la Constitution de la République d'Haïti, la Constitution de 1987, dans ses articles 17, 17.1, 18, 19, 28, 31, 32.1, 32.6, dans ces articles-là, on va consacrer le principe. Je dis le principe parce que dans la réalité, exactement comme c'est dit, ça va consacrer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes devant la loi. Il n'y a pas longtemps, vous savez que c'est Michel Bennett qui est venu faire que la femme haïtienne ne soit pas mineure. Jusqu'en 1985, la femme haïtienne était, jusqu'en 1980, la femme haïtienne était considérée comme mineure quand elle était mariée. C'est-à-dire, si elle avait besoin de faire un passeport, elle devait demander l'autorisation à son mari. Et si le mari n'était pas d'accord, il n'y avait pas de passeport. Et quand cette femme mariée devait laisser le pays, même quand elle avait ce passeport autorisé par le mari devait lui donner l'autorisation pour se déplacer. Alors, comme Michel était calé, j'ai dit, pour Jean-Claude, dis-moi que je ne peux pas faire ça. Et la loi a été ajoutée à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là. Alors, un petit peu ce qui avait d'intéressant dans tout ça, c'est que depuis 1950, je crois, la femme haïtienne avait le droit de vote. Elle pouvait voter, bien sûr, avec l'autorisation de son mari, mais elle ne pouvait pas se déplacer comme ça, acheter une maison, une voiture, depuis qu'il est. Il faut marier ou des bonnes autorisations. Okay? Donc, le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes devant la loi et l'égalité de droit. Donc, tout ça, vous allez retrouver ça dans les articles que j'ai portés là de la Constitution haïtienne. Et la femme a les mêmes droits en matière de protection et de jouissance de ses droits. Là maintenant, vous n'avez plus besoin, bien que vous n'avez plus besoin de l'autorisation, mais si vous êtes marié, vous ne pouvez pas faire un passeport
avec le nom de votre mari si vous n'apportez pas l'extrait d'archives de cet acte de mariage. Pour la croissance et la réduction de la pauvreté, c'est un fameux document DSNCRP où il y a une étude qui a été faite pour montrer que 76% de la population haïtienne, c'est-à-dire les 10 millions que nous sommes, 76%, vous n'avez qu'à faire le calcul, vous allez voir que nous sommes plus de 8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec des inégalités importantes. Quand on dit en dessous du seuil de pauvreté, c'est dire ça fait à peu près $1, l'équivalent de $1 par jour. Donc si vous mettez la 65 gouttes de bouillard, 66 gouttes, ça fait 66 gouttes par jour. Donc, ce qui arrive dans cette étude-là, ils ont voulu montrer également que le chômage et l'absence de système de sécurité sociale, parce qu'en Haïti, il n'y a pas un système de sécurité sociale, on essaie tant bien que mal pour des gens qui travaillent de mettre un système de sécurité sociale au niveau de l'OFACMA, etc. Et ceux qui n'ont aucun emploi de l'État. Donc, ils sont en dehors de ce système. Donc, explique que certains groupes de personnes, surtout en milieu rural, vous avez les femmes, les vieillards, les handicapés, nous parlons handicapés dans le paysage. Si vous regardez, mes amis, de grands bâtiments comme la banque, il n'y a pas une rampe d'accès pour les handicapés. Si vous avez une chaise roulante, il faut que deux personnes qui vous lever pour monter au escalier, et ce ne sont pas des bâtiments plus anciens que ça. Donc, ça veut dire que cette affaire-là, elle est très importante. Et quand on est une femme handicapée, toutes les portes vous sont fermées. Quel que soit le milieu. Les handicapés, les paysans des zones éloignées, les personnes malades, les analphabètes, si nous savons que dans ce pays-là, il y a plus de 66% de la population qui est analphabète. Donc, ils vont se retrouver dans des situations d'inégalité, puisque nous parlons d'égalité de chance, que pas Jean gagne même chance avant la raison. Donc, les femmes, à ce moment-là, vont exécuter toute une série d'activités, mais ce qu'on ne voit pas et qu'on ne dit pas, c'est que ça va influencer le développement économique des familles et des zones rurales. La femme s'occupe de la gestion des ressources indispensables. J'ai mis par exemple l'eau. C'est la femme qui va chercher l'eau. C'est la femme qui va puiser l'eau. Moi, quand j'étais petite, des fois, parce que moi-même, quand on fait un petit peu, chaque calebasse. Ma grand-mère a eu 11 enfants et nous étions 56 petits-enfants. Il voyait nous dans l'eau et puis il mettait un petit coup le cuitex pour chaque calebasse, pour les calebasses à craser. On ne disait pas par là, c'est pas l'autre là. Donc, la gestion des ressources indispensables, c'est la femme qui va chercher manger. L'éducation des enfants, en Haïti, c'est presque l'apanage des femmes. Faites l'expérience, allez dans une clinique de pédiatrie. Comptez combien de papas nous remettent les petits gens pour vaccin ou bien cadeau. Nous définissons, nous avons 10. Nous avons 2. Ok? Donc, l'éducation des enfants et les hommes en Haïti, ce qui arrive, si vous ne font bagaille, vous voyez le maman pour maman le punir, le père va avoir le bon rôle. On dit, mais papa, je ne pas calé. Depuis qu'ils font bagaille, maman, ça ne pas bon. Ok? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Mon papa, quand il va dans le côté, il allait demander à votre maman. On me dit, oh, non, papa, il dit non. Non, mon il dit, c'est où on dit demander. C'est parce que déjà dit non. Ok? L'éducation des enfants et souvent leur prise en charge intégrale. Je crois que dans ce pays, on a presque 42%
des femmes qui sont des mères sans mari, célibataires, même dit célibataires, parce que je ne sais pas, mais ce sont des mères. Moi, je fais beaucoup de causeries pour les associations de femmes. Et puis un jour, il va toujours d'accord avec nous. J'ai dit, mais écoutez, soyons sérieux. Est-ce que ce monde a cloné Timounio? Parce que toutes mes dames ont rencontré là, 58, sans financement, pour nous dire 90, oh, ils sont fils et mari. Bon, comment fait Timounio là? Vous avez cet esprit? Vous connaissez pas papa? Dites-vous que papa, ce personne du Saint-Esprit fait. Il y a papa, c'est au pas de dollar qui est con, il doit être croqué petit là de quoi ça joue. Mais il y a papa, et donc c'est du Saint-Esprit fait. Donc, l'éducation des enfants, l'implantation des activités économiques complémentaires, c'est où les jeunes qui ont le marché. C'est qu'ils ont planté à Maria, mais là, ils ont planté, ils ont récolté, monsieur a pas le vendre. C'est lui qui descend la ville à vendre. C'est lui qui doit la jeune garçon. Mais la grande majorité, il faut vivre dans le couple là. Le marché la saline pour nous. Ce sont des femmes, la grande majorité ce sont des femmes. Elles sont chefs de famille. C'est ça la situation. Donc la commercialisation des produits. Allez-y. Voilà le chiffre que j'avais là. 47% des familles sont monoparentales. Et la majorité de ces familles sont dirigées par des femmes. Les femmes, les hommes ne sont pas là. Fort heureusement, il n'y a pas longtemps, à travers le ministère à la condition féminine, qui a été signé et acheminé au Parlement cette loi sur la paternité responsable, pour monsieur responsable. Le dernier recensement de 2013, selon l'Institut statistique d'informatique, les femmes représentent 52% de la population. Et les mêmes backgrounds plus. Le parti des monsieur dit c'est deux garçons, c'est donc, les femmes représentent 20 300 000. Ils sont plus nombreuses. Donc, vous allez avoir de la précarité dans l'emploi, les salaires inférieurs à ceux des hommes vont contribuer à ce qu'on appelle une féminisation de la pauvreté. Ces filles qui sont pauvres. Pour qui ça fille qui sont pauvres? C'est parce que filles en Haïti, nos sujets à cette domination masculine dont on parle, et les femmes n'ont pas accès à l'emploi aussi facilement que les hommes, parce que toutes les fois qu'elles cherchent du travail, qu'elles vont se présenter à un endroit où il y a un homme, elles sont victimes d'harcèlement sexuel, elles sont victimes de discrimination. Parce que les hommes pensent qu'il faut un donnant-donnant, alors que la femme a la compétence requise. Mais dans ce pays, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit cette féminisation de la pauvreté. C'est comme si nous avions pauvreté à plus chez les femmes que chez les hommes, qu'elles sont obligées d'avoir des petits bois sous nos petits bois. De toute façon, on va vendre dans la haie, ok? Qui va nous servir pour aller au repas à la maison. Mais elles sont obligées de prendre les routes parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de subsistance. Donc, elles sont victimes de l'exclusion du système d'emploi formel et salarié. C'est pour ça qu'elles se retrouvent en grande partie, en majorité, en masse, je dirais, dans le secteur informel. En décembre, mais il y a des lumières, hein, il y a des petits éclaircies qui nous permettent de déceler un jour que ça va changer.
Ce bureau a été lancé par une femme, une députée qui s'appelle Marie-Josie Etienne, qui a lutté vraiment. Elle était la seule femme députée, je crois qu'elle est la seule encore députée en tout cas au niveau de ce Parlement, et je vois qu'il y a 2 sénatrices, quelque chose comme ça. Et ce bureau vise à ce qu'il y ait une nouvelle politique plus inclusive à l'égard des femmes, et que pour que les hommes à ce moment-là et les femmes aient les mêmes droits pour participer aux affaires publiques du pays. Donc c'est dire que nous avons espoir. Il y a également une politique d'égalité femmes-hommes qui devra s'étendre sur 20 ans, de 2014 à 2034. Cette politique a été produite par le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme en 2014. Et les objectifs sont d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de promouvoir, veiller au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines d'action. On va dire ça c'est l'apanage des hommes, ça c'est pour les femmes, et de renforcer le pouvoir d'action des femmes. Si on arrive à faire ça, c'est sûr, les moyens économiques dont vont disposer les femmes vont augmenter, puisque la femme va avoir accès à l'emploi, à un salaire, au respect de ses droits. Et qui dit respect des droits, qui dit moyens financiers économiques, ça veut dire l'émancipation de la femme. Pour aspirer à une égalité entre les femmes et les hommes, et c'est là que je vais terminer mes propos, c'est qu'il nous faut une société haïtienne inclusive. Faut le suspendre, faire exclusion par rapport à cette affaire de couleur, d'argent, de niveau socio-économique, etc. Sinon, on ne pourra jamais aspirer à cette égalité. Donc, il faut cette société haïtienne inclusive où les hommes et les femmes vont jouir des mêmes conditions à compétences égales afin de pouvoir développer leur potentialité, et ça va contribuer aussi à leur évolution politique, économique, sociale et culturelle. Donc, nous devons prôner la cohésion sociale, la fraternité et la justice sociale. Merci. Là, vraiment, nous sommes très fiers, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, d'écouter Dr Ghislaine nous parler ainsi. Il faut savoir que là, c'est vrai, elle porte un pantalon, mais c'est un homme qui est là ou une femme? C'est une femme qui est là? Oh mon Dieu, je pensais que c'était un homme. Applaudissez encore une fois, Dr Ghislaine. On vous remercie de votre attention. On voulait donner une petite pause à la gorge de Dr Ghislaine, mais ça va aller. Elle est aussi énergique que jamais. Normalement, on va prendre quelques questions. J'ai une question particulière. Est-ce que, par hasard, vous pouvez peut-être élucider les noms des femmes qui ont marqué l'histoire de ce pays? Très belle question. Hein? Je commencerai par Catherine Flot. La grande Catherine Flot. Je pourrais prendre Sani Belair. Je pourrais prendre Virginie Sabière. Et je pourrais avancer un petit peu plus et rester... Ah non, vous me posez une question d'histoire là, cher professeur. Je suis psychiatre, pas professeur d'histoire.
Bon, je suppose qu'on a su, les femmes d'avant l'indépendance, ce qu'elles ont fait. Hein? Elles ont cousu le drapeau. Et la femme de Dessalines était là pour haranguer la foule, hein, haranguer les soldats. Et on raconte même une anecdote sur cette dame, cette grande dame qui était la compagne de Dessalines. Qui est dans le livre de Baïna Bello, qui nous dit que au moment de la bataille de la Crête à Pierrot, il y a des soldats français qui ont été tout prêts pour rentrer dans le fort, et cette dame a fait en sorte que toutes les femmes se mettent nues, et les soldats ont reculé de quelques pas, et ça a permis à nos hommes intelligents de surcroît. Hein? Donc nous avons beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire. Nous avons plus près de nous des femmes que j'admire. Madame Maniga, par exemple. C'est une femme pardon? Oui, pourquoi pas. Michel Bennett a manqué son temps. Je ne dirais pas que je l'admire, mais je viens de donner un exemple. Quand est-ce que nous avons cessé, nous autres femmes, d'être mineures pour aller faire un passeport? C'était sous Michel Bennett qui avait fait changer cette loi. Donc elle nous a aidé à faire un pas également. Et nous avons une grande femme, je ne me rappelle pas le nom, c'était la femme de Thomas Madjou, qui a marqué un petit peu aussi l'histoire de ce pays. Et quelle femme encore, je dirais? Là qui? Et oui, on avance, oui. Madeleine Sylvain Bouchon, qui était une très très grande dame aussi. Vous avez une très grande dame, celle qui était danseuse, qui est décédée à 100 ans là. Viviane Gauthier. Vous avez Wafonmoin. La grande, elle a déjà 100 ans, les trois Wafonmoin. Donc, et vous avez moi. Bien sûr, nous avons Dr Ghislaine. Et merci pour ce beau parcours, puisque nous savons très bien qu'il y a des femmes extraordinaires qui continuent à marquer le parcours des femmes. Non seulement des femmes haïtiennes, comme Madame Ghislaine disait tout à l'heure, concernant cette question de paternité, eh bien, il y a Marie-Laurence Lasseille qui a fait un travail aussi important à la date du 12 avril 2012. Okay? Maintenant, il a permis à ce que le test de paternité soit un peu plus facile, puisque avec le prix qui était exorbitant, les mamans ne pouvaient pas vraiment arriver à faire ce test. Mais avec son aide, et elle a pu travailler à ce que cela soit un peu plus facile pour les femmes. Et nous la remercions grandement. Merci encore à Dr Ghislaine. On a une question là-bas, c'est Sébastien. Avant, on prend Sébastien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. J'ai beaucoup appris de vous. Merci beaucoup. Et alors, ma question est la suivante. Mais d'abord, j'aimerais dire ce qu'un auteur avait dit. Je ne me rappelle pas vraiment le nom de l'auteur. Il a dit que plus une femme est intelligente, plus elle est difficile à trouver un mari. Donc, est-ce que, en quelque sorte, ce n'est pas contrecarrer la nature en ce qui a trait à ce que les femmes puissent concurrencer les hommes, en ce qui a trait au métier, aux compétences, tout ça? Par exemple, nous les hommes, nous adorons et quand les femmes sont souples et flexibles, tout ça. Donc, prenons là maintenant une femme qui est en train de faire des travaux forcés, elle va avoir une déformation, tout ça, et elle sera vraiment difficile à trouver un mari. Donc, est-ce que c'est pas en quelque sorte contrecarrer la nature? En quelque sorte, merci. Baptiste.
je ne crois pas. Je ne crois pas. Cependant, je vais répondre à la question de partie. Que les femmes, quand elles sont bien préparées ou trop préparées, ne peuvent pas trouver de mari. Je vous dirais que une constatation que j'ai faite ces derniers temps, on a dit tout au début de la présentation que au point de vue culturel et social, nous évoluons, la culture évolue. On avait autrefois la femme, elle était faite, entre guillemets, on disait, pour être au foyer. C'est pour ça qu'on avait, quand elles arrivaient au certificat, si elles avaient la chance d'aller à l'école, elles allaient dans une école professionnelle, elles faisaient couture, pâtisserie, des affaires de ce genre. Ensuite, on a augmenté le niveau au brevet d'études et les bonnes sœurs s'occupaient, vous avez cette grande école Élie Dubois qui a formé et vraiment des générations de femmes, et parce que le volet était plus porté vers l'éducation civique, l'éducation morale de la femme. Mais au fur et à mesure, ça a évolué. On a eu des femmes aller dans les universités. Et je crois que la première femme médecin dans ce pays, c'était le docteur, je crois, Pierre, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Donc, et ça a été tout un événement. Donc, on a évolué. Et je crois que nous devrions évoluer aussi dans l'éducation. J'ai dit tantôt aussi que qu'est-ce qu'on fait? Nous reproduisons des schémas. Hein? Le petit garçon, il est un petit prince, il ne peut pas desservir la table, il ne peut pas... Oh, laver une assiette, mon Dieu, c'est l'hérésie totale. Mais le constat que j'ai fait aussi, c'est vrai que j'ai remarqué, parce que même chez moi, hein, et quand les femmes, je me rappelle, ma fille avait 25 ans, alors je lui donnais la plate, j'ai dit, tu sais qu'autrefois, on allait te dire, tu allais coiffer Sainte-Catherine. Elle me dit, mamie, j'ai fait toutes ces études-là, hein, 14 ans d'études, 5 ans de psychologie, 2 ans de maîtrise, 3 ans de doctorat, et puis tu me demandes, je ne vois pas l'homme qui peut se mettre devant moi. Eh bien, quand elle a rencontré son mari actuel, elle a laissé avec tout diplôme, elle est tombée paumée. Hein? Parce qu'elle n'avait pas rencontré encore son centre d'intérêt et d'attraction. Point final. Ensuite, les femmes. Vous avez des femmes qui font le bodybuilding. Et elles sont mariées, elles ont des enfants. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, cher monsieur. Peut-être que toi, tu n'aurais pas aimé une femme musclée, maman. Merci. On a une question là, 2 questions juste pour moi. Ah. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, Tara, puisque c'est fête femme jeudi, on va chercher ça en grande forme pour poser une question. Ma question est la suivante. Vous que vous évoluez dans le domaine psychologique, pensez-vous que nous arrivions vraiment à nous enlever catégoriquement cette mentalité d'où les femmes sont inférieures aux hommes, dans le sens qu'il leur revient à accomplir les tâches ménagères? Très très belle question. Vous savez, on dit toujours que les coutumes, les habitudes, on la dent dure. C'est pas quelque chose qu'on va faire partir tout de suite. C'est très très difficile. On ne change pas comme ça une culture, on ne change pas comme ça les habitudes. Cependant, moi j'encourage les gens à aller vers ce sens. Parce que nous, ça qu'on vient arriver, au fur et à mesure, il y a parti, ils s'en vont. Les gens ont tendance à aller dans les pays étrangers. Il y a l'empire, les étrangers, le monde qui vous fait. L'homme est dans le crâne. Ils ne peuvent pas faire les choses et ils apprennent à le faire
Et puis quand ils reviennent, vous vous rappelez la blague que je vous ai donnée de mon mari de son verbe qu'il voulait avoir. Quand nous sommes partis à l'étranger, que j'ai été faire ma socialisation, que mon mari était là, il a appris à cuisiner. Premier jour, il fait catastrophe et demi. Ok? Moi non plus, je ne savais pas cuisiner. Parce que chez moi, ma mère disait, je veux des intellectuels. Donc, elle voulait se réaliser à travers nous, puisqu'elle n'avait pas eu la chance de faire toute cette classe, toutes ces études. Donc, maman m'a pas quitté nous faire rien. Et puis, quand je suis arrivée à l'étranger, moi aussi, j'avais des problèmes. Je me rappelle le premier petit déjeuner que j'ai voulu faire, un petit bravo œufs à saucisse. Moi, je tiré œufs à la fusée, à la gueule, la graisse, la pâme, graisse à lever le boulet. Ok? Donc, c'est pour vous montrer que, mais vous êtes jeune maintenant, vous savez que cet enfant-là que vous allez élever, si vous avez la chance d'en avoir, ne répétez pas les mêmes schèmes de comportement que vos parents. Donc c'est par là qu'on devrait commencer. Mais c'est très très difficile de faire changer les gestes. Vous venez de nous partager votre expérience personnelle et cela incite ma question. Vous venez de nous raconter une brève histoire où votre mari vous a demandé un service. C'est sûr qu'il n'était pas mal intentionné et vous l'avez refusé, soit pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'une femme qui fait le contraire de votre réaction face à cette même situation, est-ce que cela peut réduire en quelque sorte sa personnalité? Pas du tout. Je dirais l'exemple pour M. Savane. J'ai dit que je venais de me marier. Nous étions assis à table. Mon mari avait le réfrigérateur derrière lui. J'étais en face. Il m'a dit, chérie, est-ce que tu me sers un verre d'eau? Alors je lui ai dit, pardon? J'ai dit, il dit, oh oui, maman, moi c'est ma maman qui me donnait de l'eau. Alors je lui ai répondu, pour qu'ils ne soient pas de faire le là, vous vivez avec nous. Non, mais je ne crois pas qu'il y a une question de personnalité là-dedans. Et moi je l'ai fait, c'est parce que, premièrement, je voulais faire une mise au point, certes. Mais deuxièmement, je l'avais fait parce que j'avais vu l'attitude de ma belle-mère. Ma belle-mère a eu que des garçons, 5 garçons. Le premier jour où j'ai été manger chez Saint-Jean, j'étais ébahie parce que ma belle-mère, tout le monde, elle m'a demandé d'abord, qui était l'invité, de me servir. Je me suis servie et puis elle s'est levée pour mettre de la nourriture pour ses fils. Donc, elle m'avait envoyé un message fort. Donc, il fallait couper ça dès le départ. Ce message fort. Mais ça n'a rien à voir avec la personnalité. Il m'arrive que mon mari soit me demande de l'eau, mais ce jour-là, oui, je l'avais fait, et puis il a ri, et puis il a même raconté l'histoire à sa mère. Après, moi, je dis, oh, papa, il dit, oh, belle, il dit, maman, souffle, et puis il là, elle a un problème. Donc, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la personnalité. C'est la manière dont c'est fait. Et il ne faut pas donner de mauvaises habitudes non plus. Par exemple, mon mari sait, j'ai 40 ans de mariage. Maintenant, mon mari sait que quand il enlève ses chaussettes, il ne peut pas jeter la terre pour ramasser. Il y a un panier à linge, il doit le mettre dans le panier à linge. Sous le balcon, ça la prend comme ça. C'est clair. J'ai demandé la permission à mon docteur pour partager avec vous quelque chose. Je suis fils unique, j'ai 9 sœurs. Ma mère avait adopté 6 femmes. Donc, parfois, les femmes sont obligées de faire des mises au point pour que les hommes savent qu'ils n'ont pas épousé quelqu'un qui est soumis, qui n'ont pas épousé quelqu'un qui va leur rendre service, mais quelqu'un qui va leur être utile dans leur carrière et dans la vie familiale. Et c'est ça, je pense que c'est mis au point pour moi, vous autres les femmes de cette salle, vous devez toujours garder cette nuance en perspective, parce que vous épousez un homme
Vous n'épousez pas pour nous servir, mais vous épousez pour construire une vie. Il y avait 2 mains levées dans la salle. Ma question c'est, d'après vous, en tant que psychiatre, quelles sont les raisons j'ai fait des recherches concernant la mécanique, j'ai vu que c'est 2% de femmes qui pratiquent ce métier. D'après vous, quelles sont les raisons? Les raisons peuvent être diverses et variées. Par exemple, si vous êtes en Haïti, tu viens d'écouter le jeune homme là, les gens pensent que des femmes ne doivent pas faire certains métiers. Et deuxièmement, pour faire la mécanique, vous allez soulever des objets très lourds. Tu n'as jamais soulevé un moteur? Bon, la mécanique a évolué, je suis très contente de l'apprendre, je ne suis pas du domaine, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses. Et culturellement, on a dit qu'il y a certains métiers qu'on attribue carrément aux femmes. Et il y a un monsieur qui fut candidat à la présidence, que je vois beaucoup de femmes de ce pays devraient remercier. Hein? C'est Jules Célestin. Monsieur Célestin a dit qu'il fallait qu'il va couper certains schémas qu'on avait, et c'est lui qui a appris à des femmes dans ce pays de conduire des engins lourds. C'est pour ça que maintenant vous voyez des femmes sur des tracteurs, sur des pelles mécaniques, sur des rouleaux. Il a enlevé un petit peu cette idée dans la tête, mais il n'y a pas d'autres explications. Et puis, par exemple, on a donné des exemples de pays où la femme était considérée comme une chose. Donc si elle est considérée comme une chose, donc c'est sûr qu'on ne va pas lui permettre l'accès à des métiers, et moins encore à des métiers qui, dans la tête de ces gens, et qui sont considérés comme exclusivement masculins. Mais la tendance change de plus en plus. La tendance change. On voit des femmes. Autrefois, il n'y avait pas de femmes dans les laboratoires de chimie. Il n'y avait pas de femmes partout. Maintenant, là, si vous allez à l'université Notre-Dame, je me rappelle la première année que je suis rentrée comme professeur à l'ouverture de cette faculté. En 2004, la première promotion qu'on avait graduée avait 90 étudiants et elles étaient 22 femmes. Et on va avoir une graduation là dimanche de 95 personnes. Nous avons 58 femmes. Donc ça change. Merci. Alors ma question était la suivante. Tout à l'heure vous avez dit que 47% des femmes haïtiennes sont pauvres. Alors je me demandais, est-ce que leur pauvreté venait des hommes? Est-ce que les hommes étaient en partie responsables de leur pauvreté? Parce que généralement on dit si l'on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir. En fait, j'ai deux questions pour vous. C'était la première. Et la deuxième, est-ce que la situation actuelle que les femmes luttent pour l'égalité du sexe, est-ce que ce problème ne remonte pas à des faits religieux ou encore à des faits historiques? Parce que autrefois dans la Bible, Dieu a dit, Jésus est le chef de l'Église et comme l'homme est le chef de la femme. Alors, bon, alors je me posais cette question. Je dois clarifier deux choses. Je n'ai pas dit qu'il y a 47% de femmes pauvres.
J'ai dit qu'il y a 47% de familles monoparentales dont c'est la femme qui fait tout, qui est comme chef de famille. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit 47% de femmes pauvres. J'ai dit 47% de familles monoparentales. La grande majorité, c'est des femmes et on a donné l'exemple. C'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup sur le marché informel parce que comme elles n'ont pas accès à l'emploi, il faut qu'elles fassent bouillir la marmite quand même. Et j'ai dit qu'à partir de ce qui se passe dans ce pays, parce qu'à compétences égales, les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes, même quand elles ont les mêmes diplômes que les hommes. Vous n'avez qu'à faire un tour d'horizon pour voir combien de femmes ministres que vous avez comme pourcentage, combien de femmes directeurs généraux, combien de femmes, etc., etc. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, mais le pourcentage n'est pas grand. Donc j'ai dit, ça a fait en sorte qu'il y a une féminisation de la pauvreté. Parce que c'est les femmes qu'on retrouve dans les marchés, sur ce marché informel, etc. Ça, c'est la première réponse au premier volet de la question. Donc, c'est 47% de familles monoparentales, c'est pas de femmes. Par contre, j'ai dit que dans la population haïtienne, les femmes sont plus nombreuses. D'après les dernières statistiques, les femmes, nous représentons 52% de la population. Et, enfin, femmes de tous âges, fillettes, etc., 52%. Pour le deuxième volet de la question de la Bible, c'est pas en ce sens qu'il faut l'interpréter. Il faut l'interpréter dans le sens que, écoutez, moi j'aurais pu donner une interprétation. Si la Bible dit l'homme est le chef de famille, pourquoi moi je dois travailler? Il doit s'occuper de moi à ce moment-là. Je peux interpréter la Bible d'une autre façon. Donc, quand on lit la Bible, il faut aller dans tout ce qu'on dit dans ce verset pour essayer de comprendre l'idée qu'on voulait faire passer, parce que Jésus-Christ va être le chef de l'Église catholique, etc., en implantant, je dis catholique, parce que les autres ne le voient pas de la même manière, si je ne dis pas si tu es catholique, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est en ce sens, je ne veux pas que vous restiez ici avec cette idée de domination de l'homme par la femme. Pas de domination. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'égalité de sexe. Et j'avais bien fait la différence. J'ai bien dit tout au début, quand on parle de genre, on ne peut pas aller seulement dans le sexe, parce que maintenant vous avez des gens qui vous disent je ne suis ni femme ni homme. On les appelle des sexes indéterminés. Il y a un autre nom, oui, qu'on leur donne là. Les transsexuels finissent par absorber un, mais il y en a qui disent ils n'ont pas de sexe. Donc à ce moment-là, je n'ai pas parlé de sexe, c'est pour ça que j'avais fait la différence. Pour dire, quand on parle d'équité de genre, on va de ce que je représente par rapport à la société où je suis. Je représente une femme, je représente un homme, il y a des homosexuels, il y a des transsexuels, etc. C'est par rapport à ça. Et j'ai dit qu'on va plutôt vers l'égalité. C'est-à-dire une égalité qui va permettre, puisque nous avons signé cette déclaration universelle des droits de l'homme, une égalité qui va nous permettre à compétences égales d'avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités. Il n'y a pas de domination possible. Il faut s'enlever ça de la tête. Il ne devrait pas y avoir de désavantages et d'avantages. Dans la vie en général, on a des choses qui peuvent être bonnes, des choses qui peuvent être mauvaises. Mais le fait d'être un homme ou d'être une femme ne devrait pas, quand on parle d'équité et d'égalité, constituer un avantage ou un désavantage. C'est vrai que culturellement parlant, ici en Haïti, nous avons tendance à croire que la femme face à l'homme
elle est désavantagée, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Non, non et non. Nous allons plutôt, pour parler de égalité, aller dans les compétences, aller dans ce que nous offrons, aller à la femme, dans une culture donnée. Et nous restons en Haïti. En Haïti, on ne lui offre pas, surtout en milieu rural. La petite fille ne va pas à l'école parce qu'elle est là pour les tâches ménagères, aller puiser de l'eau. Le petit garçon, on la voit à l'école. Je peux aller même plus loin, même dans les proverbes que nous utilisons. Vous avez des enfants, filles et garçons, petit garçon me fait ça, vous dites, moi je suis petit garçon, je papa. Il met voyager, voguer, son petit poulet, il forme bébé. Comme quoi, le petit garçon, il peut même devenir un délinquant, ce n'est pas un problème. Mais la fille, elle doit être vertueuse, elle doit avoir X, Y de qualité. Alors que ça ne devrait pas se faire si nous voulons une société vraiment équitable, qui puisse que chacun puisse se reconnaître dans cette société avec ses droits. Et j'ajoute les devoirs qui accompagnent les droits. Souvent, nous pensons qu'il y a des droits, mais il n'y a pas de devoirs. Tout un chacun, homme ou femme, a des devoirs envers cette société. Vous adresser nos plus vifs remerciements pour votre prise de parole lors de notre première conférence intitulée « Équité de genre en Haïti, où en sommes-nous » Nul doute que votre intervention sur équité de genre en Haïti a favorablement capté l'attention de l'auditoire et a largement contribué au succès de cette conférence. En espérant vous avoir à nouveau parmi nos intervenants à la prochaine édition, nous vous prions de croire, chère madame, à nos sentiments les plus cordiaux. Merci. Docteur Adrien, et puis merci pour votre participation, votre présence à cette première conférence. Et maintenant, nous allons avoir une pause, cette pause goûter. Sont reconnus bien avant que les droits de femmes aient été reconnus par la France. Donc, je peux vous dire que dans la déclaration de la Constitution de Dessalines, une partie du préambule lit ceci. Nous, mandataires, sous-signés, mettons sous la sauvegarde des magistrats, des pères et mères de famille, des citoyens et de l'armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l'homme et des devoirs du citoyen. Donc, ceci, c'est pas pour faire une polémique, mais c'est pour porter à votre conscience le fait que l'esclavage, l'expérience de l'esclavage, n'a pas abruti les Africains qui ont peuplé cette nation. Et bien avant que les forces coloniales, particulièrement la France, aient donné aux femmes et reconnu les droits des femmes, les Africains qui, soi-disant, n'ont pas encore eu le bénéfice de l'université, les Africains qui, soi-disant, n'ont pas connu la civilisation, les Africains qui ont été abrutis pendant 3 siècles, ont pu présenter à l'humanité un visage ou une notion totalement différente des rapports entre les genres. D'où la reconnaissance de la fonction des mères dans la construction de la nation.
1945, 1944, nous avons la Deuxième Guerre, nous approchons vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont perdu à peu près 3 millions, la France a perdu à peu près 12 millions. La Russie a perdu 21 millions d'hommes et femmes, l'Allemagne 30 millions. C'est alors qu'au niveau des Nations Unies, on commence à contempler, plutôt on commence à se rendre compte, il y a une conclusion a été tirée, que la Deuxième Guerre mondiale n'était pas un conflit, n'était plus qu'un conflit d'intérêt économique, c'était aussi un conflit où les droits des hommes, où les droits humains avaient été piétinés et non pas respectés. Donc, dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous voyez, il y a une différence entre la Déclaration des droits de l'homme qui a été promulguée en 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été promulguée en 1948. Parce que les droits de l'homme, c'est de faire des droits de l'homme, c'est de faire des droits de l'homme des droits universels. Donc, sans tenir compte de la tendance sexuelle, sans tenir compte du genre, sans tenir compte de l'habilité de la personne, sans tenir compte de son origine sociale. Donc les droits universels, c'est pour vraiment dire que tout chacun de nous avons des droits. Et considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, maintenant c'est plus l'homme, mais c'est plutôt la famille humaine, et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Maintenant, ce n'est plus une question de renverser le pouvoir monarchique de la France, mais c'est plutôt de préserver la paix dans le monde. Considérant que dans la Charte des peuples des Nations Unies, on proclamait à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. Maintenant, les femmes sont incluses dans le préambule. Donc, il y a donc cette prise de conscience au niveau international de la fonction, ou plutôt du rôle, non pas de l'homme, mais du genre humain dans la construction de l'humanité. Je vous recommande de lire ces deux déclarations, et plus particulièrement l'article 1er, l'article 3, l'article 22, 23, 25 et 26. Il n'y a que 30 articles. Mais pour ce qui nous concerne, ici je me concentre sur l'article 26. Personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite. Je dois vous rappeler que dans notre Constitution, qui prédate la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre éducation est gratuite en Haïti. Au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental, l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Maintenant, je vous signale, ceci c'est l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, voté par les membres les nations membres des Nations Unies en 1948. Alors, à l'époque, il n'était que 57, 58, je crois. Donc, je vous signale que dans cet article, ça dit que je veux attirer votre attention sur la hiérarchie. Hein? D'abord, il y a toute personne a droit à l'éducation. 1. 2. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. 2. 3. L'enseignement élémentaire est obligatoire. 4. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. Maintenant, 5. En cinquième position dans la hiérarchie,
c'est l'accès aux études supérieures. Doit être ouvert en pleine égalité. Ce qui veut dire qu'au niveau des Nations Unies et dans la hiérarchie des responsabilités dont les nations doivent s'octroyer, la formation professionnelle précède l'étude supérieure. Donc, si vous connaissez l'histoire de la formation professionnelle en Haïti, c'est quelque chose qui, je pense, qui a été initié sous le président Vincent. Et les gens en général en Haïti qui devraient s'inscrire aux écoles professionnelles, il y avait ce préjugé qui indiquait que c'était des gens qui ne pouvaient pas atteindre le niveau universitaire. Donc ce préjugé a perduré et ce qui a permis de développer une sorte de discrimination vis-à-vis des gens de métier dans le pays. Et c'est le défi de l'école salésienne, c'est le défi de tous les gens qui sont impliqués dans la formation professionnelle et même de vous autres, de faire valoir que la formation professionnelle et que la formation professionnelle soit reconnue dans l'ordre hiérarchique comme une formation qui précède l'étude supérieure. Donc ceci doit bien sûr se refléter dans la performance de ceux qui reçoivent la formation professionnelle. Donc je continue avec l'article 26. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, pour notre ami qui est au coin, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations. Alors là, les Nations Unies ont voulu adresser le racisme, les positions anti-juives qui ont été prises par l'Allemagne et l'Asie. Donc c'était vraiment pour adresser, c'était vraiment une déclaration qui visait à adresser tous les mots qu'on pouvait identifier dans le monde qui pouvaient amener, qui pouvaient aboutir à déboucher sur des guerres et des conflits armés. Donc, je souhaite avoir établi pour vous, pour ma démarche, que la formation professionnelle fait d'emblée partie des droits de l'homme. Et les déclarations qui la formulent occupent une place proéminente dans toutes les constitutions qui régissent les États et les relations d'ordre éthique, moral, politique et social des citoyens entre eux-mêmes et même des nations entre elles. Donc, la formation professionnelle a une assise juridique gravée dans le discours politique et constitutionnel depuis 1789. Avec le temps, ça a évolué pour prendre d'autres formes, mais le fait demeure que, au niveau universel, au niveau des déclarations qui nous concernent tous comme communauté humaine, et ceci au-delà de toutes les frontières nationales, les droits humains sont admis à l'intérieur de toutes les déclarations qui gouvernent l'articulation et la conception de constitution, et ceci à travers le monde. Et cette déclaration, et sur la déclaration universelle, a influencé l'articulation de toutes les constitutions qui ont été écrites depuis 1948. Si vous lisez les constitutions des pays africains qui ont obtenu qui ont gagné, conquéri leur indépendance, c'est dans certains cas dont leur indépendance a été octroyée, il y a un élément qui reconnaît dans toutes ces constitutions la nécessité de la formation professionnelle, la nécessité de l'éducation gratuite, la nécessité de la formation des jeunes. Parce qu'il y a une notion fondamentale en économie, c'est que aucun pays ne peut se développer sans un cohorte de gens formés pour créer la valeur. Donc la formation professionnelle rentre dans ce cadre.
Maintenant, ce que je veux évoquer pour vous, c'est, comme je l'ai initié, c'est le rôle de la formation professionnelle dans un pays comme le nôtre. Et bien sûr, pour vous autres. Donc, d'où l'exigence pour vous de vous épanouir dans une société. Je veux initier mon discours avec une anecdote pour vous illustrer un peu l'importance de la formation professionnelle. Il y a une manufacture de chaussures qui délègue 2 agents dans un pays qui s'appelle Papua New Guinée. Et ceci, c'est une histoire vraie. Les 2 gars, ils arrivent, il n'y a pas eu de femme, heureusement. Les 2 gars arrivent à Papua New Guinée. Après 1 mois, l'un d'entre eux revient aux États-Unis, c'était une compagnie américaine. Il déclare à la compagnie que là, à Papua New Guinée, les gens ne portent pas de chaussures, ils sont vraiment pas de pouvoir d'achat, il n'y a vraiment rien, pas moyen de faire des affaires avec ces gens. 1 an passe et sur la 2e année, le second agent revient. Il revient bien sûr barbu, chevelu, en limbo, etc., tout ce que vous voulez, tout rempli d'enthousiasme. Et on vient le chercher à l'aéroport et il déclare au propriétaire, mon Dieu, l'autre bois, personne ne va rien soulier. Un marché immense, ils sont 2,5 millions. Donc, ceci c'est pour vous montrer la perception. Voilà un qui va, l'autre il trouve que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, personne ne porte de chaussures, il rentre chez lui. L'autre, il déclare qu'il y a là-bas 2 millions à 3 millions de gens qui n'ont pas de chaussures, c'est un marché immense. Donc, ceci est important pour vous de vous rappeler. Pourquoi? Parce qu'en fait, une manufacture de chaussures appartient à quelqu'un ou à un groupe d'investisseurs. Mais le propriétaire de la manufacture, combien de chaussures peut-il chausser à la fois? Une seule paire de chaussures. Mais voilà un gars qui est impliqué dans la fabrication de chaussures et qui a la capacité de fabriquer plus de 500 000 à 1 million de paires de chaussures par année. Alors que pour lui, il ne peut se saucer qu'une paire de chaussures. Donc, la formation professionnelle, ce n'est pas pour vous. La formation professionnelle, c'est pour le bien-être de la société. Donc, si vous ne pouvez vous chausser qu'une paire de chaussures à la fois, pourquoi fabriquer 1 million de paires de chaussures? C'est comme pour les chemises. Il n'y a aucune personne dans la salle qui puisse se vertir de 5 chemises à la fois. Mais il peut être tailleur et fabriquer 1000 chemises. Et les 1000 chemises seront des chemises qui seront portées par 1000 autres personnes. Le propriétaire de manufacture de chaussures, il va fabriquer 1 million de paires de chaussures. Donc c'est pour chausser 1 million de gens. Il ne peut jamais de toute sa vie porter 1 million de paires de chaussures. Donc, quand nous parlons de la formation professionnelle, nous parlons surtout de la contribution que les bénéficiaires de la formation professionnelle peuvent apporter à la société. Et si la formation professionnelle est une responsabilité qui incombe à ceux qui sont conscients des besoins de la société, la formation professionnelle permet aux citoyens d'exercer leurs obligations envers la société. Nous avons tantôt parlé des droits qui lui sont octroyés par
des actes juridiques, par les constitutions, par les articles de loi, mais le devoir, c'est une prise de conscience individuelle, c'est une prise de conscience personnelle. Donc en dehors des droits, la formation professionnelle vous équipe de ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez remplir vos devoirs envers la société et envers l'humanité. Maintenant, nous sommes aujourd'hui en Haïti à un tournant où une discussion se fait au niveau de l'abolition, c'est ça? L'abolition? Ouais. Pour mettre fin à la pauvreté. Il n'y a la meilleure façon de mettre fin à la pauvreté, c'est de créer la prospérité. Et la prospérité se crée à partir de ce que vous recevez comme apprenant dans les écoles professionnelles. Parce que c'est à partir de ce que vous avez appris, de ce que vous maîtrisez, vous serez en mesure soit d'être inséré dans la force du travail, soit de devenir des entrepreneurs et créer des emplois et créer la richesse vous-même. Donc, la formation professionnelle a besoin d'acteurs. La création de la richesse a besoin d'acteurs. La création de la prospérité a besoin d'acteurs. Regardez, je ne dis pas finir avec la pauvreté, mais je préfère plutôt accentuer sur l'aspect positif de la création de la formation professionnelle pour vous élucider la fonction de la formation professionnelle dans la contribution de la création de la prospérité, de façon à ce que tout un chacun puisse, dans la dignité, vivre, gagner sa vie et porter une contribution positive à la société. Je dois vous dire que malgré l'aspect positif des déclarations des droits de l'homme, malgré la contribution intellectuelle et de l'affranchissement que promeut les déclarations des droits de l'homme, il y a des critiques acerbes de ces déclarations. Excusez-moi. Et je vais vous élucider deux des critiques. Et sur ce, je m'arrête et puis on pourra prendre les questions. Une des critiques vient d'un philosophe allemand qui s'appelle Karl Marx, qui propose l'argumentaire que les droits de l'homme, tels que ces droits ont été articulés dans les déclarations, représentent les droits de la bourgeoisie. Que pour que les citoyens puissent avoir vraiment vivre, pour que les citoyens puissent vivre dans la dignité et recueillir le fruit du travail et créer la prospérité, il faut une révolution et renverser l'ordre des choses où la bourgeoisie soit remplacée par le prolétariat ou par les ouvriers. Donc c'est une des critiques des droits de l'homme. Et pour que nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la femme, la seconde critique vient de l'école féministe qui interprète les droits de l'homme comme étant des droits qui préservent, ce qu'on appelle
la relation patriarcale qui existe entre les hommes et les femmes. Relation patriarcale, c'est une relation qui octroie aux hommes les droits publics et qui octroie aux hommes les droits politiques et qui maintiennent les femmes en position subordonnée aux hommes. Donc pour les femmes féministes, on ne peut pas avoir de droits, on ne peut pas préserver les droits de l'homme tels que conçus si les femmes continuent à occuper dans la société des positions subalternes et des positions de dominés. Donc la position de l'école, d'une des écoles féministes, c'est la réarticulation des droits et l'introduction de ces droits, non pas d'enlever l'exercice des droits de leur isolation, de les accoupler au devoir, où les hommes et les femmes ont tous les deux des droits, et les hommes et les femmes ont également des devoirs l'un envers l'autre. Donc sur ce, je m'arrête et puis je vais poser les questions. Merci. Droits humains et formation professionnelle. En fait, en tant que professionnel, là nous avons des étudiantes finissantes, pour ne pas dire des professionnels, et nous avons des étudiantes en 3e, première année, et nous avons des représentants du bureau du travail, nous avons des professeurs avec nous aujourd'hui. C'est un sujet très intéressant. Maintenant, nous allons prendre quelques questions. Je tiens à vous féliciter, c'est vraiment parfait, j'ai beaucoup appris. Surtout concernant la constitution de la vie salinienne. Et alors, j'ai pu comprendre que durant vos interventions, l'étude de la formation professionnelle, il s'accentue, je pourrais dire, sur la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Donc, en quelque sorte, on apprend pour mieux améliorer l'avenir, tout ça, avoir une avenir, je pourrais dire, certaine. Mais j'ai pu faire un constat, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous allez peut-être m'aider. C'est que, selon moi, pour réussir avec la formation professionnelle en Haïti, nous devons apprendre non le métier qu'on aime, mais celui qui a le plus de demandes. C'est-à-dire, disons que chaque année, nous avons, par exemple, des milliers d'infirmières, des milliers, je pourrais dire, de mécaniciens, et il n'y en a pas vraiment des entreprises pouvant accueillir une taille, je pourrais dire même la moitié de ces jeunes qui ont terminé leurs études professionnelles et qui voudraient être, je pourrais dire, salariés. Donc, comment la formation professionnelle vraiment peut véhiculer ou encore, je pourrais dire, bouger sans qu'il n'y ait pas création d'entreprise, sans qu'il n'y ait pas, je pourrais dire, au sein même de l'Institut de la formation professionnelle, un centre de recherche qui tient à savoir est-ce qu'il y en a des métiers vraiment qui sont demandés, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on doit apprendre, qu'on doit former, qu'on doit créer dans les institutions. Merci. Première chose, il ne faut pas confondre apprendre un métier pour gagner sa vie et se civiliser. Deux choses différentes. La deuxième chose, il ne faut pas confondre la dignité individuelle et la dignité collective. Deux choses différentes. Au niveau de
du besoin immédiat, plutôt à côté du besoin immédiat d'apprendre une profession qui vous permettrait de gagner votre vie, de vivre dans la dignité, faire l'entretien de votre famille, acquérir le bien matériel qui vous permettrait aux yeux de la société d'étaler ce que vous avez accumulé. Il y a cette satisfaction interne qui n'a pas de prix. Et il ne faut pas confondre cette satisfaction interne qui peut s'aligner sur une profession que vous aimeriez et qui correspondrait à vos aspirations personnelles et qui vous satisferait de façon individuelle, qui ferait de vous un individu entier. Et les exigences économiques qui vous orientent vers l'apprentissage d'un métier pour vous nourrir. Rien ne dit que vous ne pouvez pas faire les deux. Moi qui vous parle, par exemple, je suis un économiste de formation, mais ma passion c'est l'écriture. J'aimerais bien ne pas avoir à travailler et m'adonner strictement à l'écriture. Mais je continue à faire les deux. Ça ne vous empêche pas d'étudier quelque chose que vous aimez et en même temps d'étudier quelque chose qui vous permettrait de gagner votre vie. Maintenant, la question qui est posée sur l'insertion de l'apprenant après avoir obtenu son diplôme dans le marché du travail, vous devez vous rendre compte qu'une fois que vous obtenez un diplôme et que vous avez une formation adéquate, compétitive, vous n'appartenez plus à une nation. Les frontières de votre pays ne sont pas vos frontières. Et c'est ce qui explique que plusieurs personnes qui quittent le pays après avoir obtenu une formation professionnelle obtiennent un emploi ailleurs. La question doit être posée différemment. La question doit être posée au niveau des politiques économiques qui sont mises en application dans notre pays d'origine. Est-ce que ces politiques économiques sont favorables à l'éclosion d'entreprises qui permettraient votre inclusion dans ces entreprises, donc dans le marché du travail? Ou est-ce qu'il y a une politique économique qui permette à ce que ceux-là qui ont obtenu leur diplôme peuvent avoir accès au crédit pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise et devenir eux-mêmes créateurs d'emplois? Donc ce sont les grandes questions sociales, les grandes questions économiques qu'on ne peut pas résoudre au niveau individuel. Tout un chacun de nous avons une responsabilité, nous avons des devoirs envers la société. Et l'un de ces devoirs, c'est de nous améliorer en tant qu'individu pour être en mesure d'offrir quelque chose à la société. Si c'est un mécanicien, vous êtes un mécanicien, vous êtes un bon mécanicien, vous offrez un bon service de mécanique à la société. Si vous êtes journaliste, vous êtes un bon journaliste, vous offrez un bon reportage à la société. Vous êtes médecin, vous êtes un bon médecin, vous offrez des services médicaux à la société. Donc c'est votre contribution à la société. Donc, et votre contribution permet à ce que tout le monde de la société puisse en bénéficier et vivre dans la dignité qui est une dignité commune. Donc, la dignité, ce n'est pas une dignité individuelle, c'est la dignité commune. Nous avons un pays, nous avons une nation, nous avons une souveraineté. Ça, c'est la dignité collective. Et cette dignité collective se renforce avec les efforts individuels que chaque personne apporte sa contribution de façon individuelle. Je vous raconte une chose que j'ai appris au Bénin, dans le royaume du Dahomey. Le symbole dans le royaume du Dahomey, c'est un symbole qui a été conçu par le roi Agadia en 1726.
1726, il y a eu des dissensions, des guerres civiles entre les différents peuples, le royaume de Dahomey, le royaume de Dahomey, le royaume d'Alada, le royaume de Ouida, le royaume de Guélévi, le royaume des Hongkong. Il y a eu une réunion qui a eu lieu et on a pris une calebasse. Dans la calebasse, ils ont percé des trous. Ils ont versé de l'eau. Maintenant, le roi Agadia a pris la calebasse et l'a tenue. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on versait de l'eau, bien sûr, coulait dans les parois. Donc, il a demandé qui parmi vous présents accepterait le pacte de paix. Tous ceux-là qui se sont mis debout, il leur a demandé de venir mettre un doigt dans un des trous. Et maintenant, à la fin, l'eau qui a été versée dans la calebasse est restée. Donc c'était le symbole, aujourd'hui encore dans le royaume du Dahomey, c'est le symbole de la paix chez eux. Et donc c'est la contribution de tout un chacun qui contribue à l'épanouissement de la dignité universelle, à la dignité humaine. Donc, au niveau individuel, nous avons un devoir envers la société de nous améliorer. Et alors qu'on s'améliore pour contribuer, on s'améliore aussi pour que soi-même on devienne mieux, on devienne meilleur. Donc c'est au-delà de l'acquis personnel. C'est vraiment au niveau de l'universalité. Je suis d'accord avec vous, mais mis à part ça, ce que nous constatons réellement de la société haïtienne, c'est peut-être sa préoccupation, c'est qu'ici, nous ne valorisons pas certains métiers ou tous les métiers parce que dans notre mentalité à nous, il faut que nous soyons des philosophes. Moi, je vois des jeunes, des parents qui m'approchent, comme je suis doyenne à l'Université Notre-Dame, il y a un certain âge qu'on n'accepte pas l'étudiant, on ne peut pas, et ils vous disent, ça fait 5 ans que l'enfant va au baccalauréat, ça fait 10 fois, et maintenant avec le baccalauréat permanent, il vaut 15 fois au niveau du baccalauréat, parce que forcément, le fils de la dame ou sa fille doit être un médecin. Et quand vous essayez de leur enlever ça, c'est pas facile. Hein? Donc les métiers manuels ne sont pas valorisés. On essaie de leur expliquer, chacun va venir avec son intelligence, chacun va venir avec sa façon d'apprendre. Donc, mais ça ne rentre pas. Donc je pense qu'au niveau de l'éducation même que nous sommes en train de faire et de donner dans ce pays, il faut que quelque chose change. On ne peut pas vouloir que tous les gens ont un papier de baccalauréat qui est synonyme, entre guillemets, de réussite sociale. Alors que nous avons ces jeunes du baccalauréat là qui vendent de la loterie, de la bornette, qui sont des bons métiers. Et je dois dire en plus, ils terminent le baccalauréat, ils ne savent même pas lire. Donc, dans ce bourrage de crâne, pour la société haïtienne, ce qui importe, c'est ça. Alors qu'on aurait pu avoir un très bon ébéniste, un très bon menuisier, pâtissier, que sais-je, des gens qui ont la capacité d'utiliser d'autres choses que l'intelligence de haut niveau, si je puis m'exprimer de cette manière-là. Donc je pense que là va aussi le fond du problème. Est-ce qu'il n'a jamais existé des mesures coercitives qui font payer, c'est-à-dire que contre les écoles qui font payer des fortunes aux parents? Et pourquoi on n'enlève pas cet article dans la Constitution puisqu'il n'est pas respecté? Elle va poser sa candidature bientôt. Il faut se rendre compte qu'il y a l'esprit de la loi et il y a la loi. Et l'État peut bien vouloir octroyer une éducation gratuite à tout le monde, mais l'État n'a pas les moyens. Si l'État n'a pas les moyens, on ne peut pas forcer. On peut forcer seulement
là où l'application de la loi. Premièrement, il y a les moyens de l'appliquer. Et deuxièmement, là où les résultats peuvent être obtenus. Si vous n'avez pas les moyens, le budget de l'éducation nationale en Haïti, même inclus pour le budget de l'INFP, c'est à peu près 50 gouttes, hein, $50 par tête d'étudiant dans le pays. On ne peut rien faire avec $50 par tête d'étudiant. Donc la question vraiment sur laquelle il faut se concentrer, si on veut articuler une politique qui porterait satisfaction à tout le monde au niveau de la formation professionnelle, au niveau de la santé, dans tout ce qu'il y a de social, c'est vraiment de concevoir les politiques économiques qui favorisent la croissance économique, parce que c'est à partir de la croissance économique qu'on peut avoir une politique fiscale, on peut imposer, on peut appliquer les lois de la DGI, à s'assurer que les gens sont imposés selon des barèmes qui peuvent être mis en application, qui peuvent être respectés, pour que dans le fonds social, dans la calebasse, que chaque personne apporte sa portion, pour que cette portion puisse être répartie et redistribuée à travers les services sociaux. Lodiana, comment oui? Moi bien avec Jésus. C'est un plaisir, je dis à me trouver que je une femme qui est une femme dans femme ni et puis qui des fois métier on dit qui métier garçon, nous une femme apprendre tout. Oui, mais vous connaissez le monde dynamique bagaille c'est évolué, il a évolué de jour en jour. Métier mécanique là, bien que gain pourcentage de femmes qui apprennent les minimes, même penser au fur et à mesure qu'il y a une révolution dans le domaine. Et moi-même, c'est exemple parfait là. Moi, dans mécanique auto, moi, dans deuxième année, et m'a dégagé ma CP. Et comment sentez-vous? Comment qui expérience? On parle partager avec nous non? Le nom atelier ou un métier mécanique auto, là-dedans il y a pièces lourdes, l'autre bagarre, des fois c'est garçon qui fait, nous femmes à faire. Partagez un peu avec les amis téléspectateurs expérience. Oui, mécanique là, c'est un métier dans le temps, il a dit qu'il était fait pour garçons, mais je ne dis pas c'est pas du tout ça parce que le monde là lui-même lui évolué. Métier, un nouveau matériel et outils qui mettaient à disposition pour apprendre. Et il faut qu'ils mettaient pour faire un travail, diminuer parce que le matériel qui fait pour ça, le travail mécanique pas fait à zone. Tout le monde connaît, de nos jours, mécanique pas fait à zone. Pour faire un travail, c'est avec outils adéquats. C'est pas tout le monde qui te force à venir dans un métier comme ça, c'est vous-même, ou sentir ou inspiré de telle filière de ce métier mécanique auto? Non, c'est pas le monde qui te forcé. Moi, je suis venu là, dans ENAM, moi, je suis venu dans mécanique industrielle. Mais je suis venu pas de inscription pour mécanique industrielle. Je te dis que c'est soit pour mécanique auto ou bien pour secrétariat, parce que c'est deux filières qui étaient ouvertes. Mais comme mécanique auto, c'est l'équipe connexe ensemble avec mécanique industrielle, je suis entré dans mécanique auto. Et comment monsieur dans l'atelier Lodiana comme fille dans le métier mécanique auto? L'aime fait venir, c'était un véritable cauchemar parce que pour eux, ce n'est pas un bagage qui était normal. Avec un peu de difficulté, moi, j'étais arrivé à imposer. Dans la vie, c'est ça. Dès que vous voulez un bagage, il faut fight pour lui, il faut batailler pour sauver. Moi, montrer au qui est mon caractère, moi, et de par le résultat du travail, moi, pas aucun problème pour m'apprendre le métier. Oui, je pose une question à Lodiana. Vous comptez faire carrière dans le domaine là et puis c'est pour concernant classique là, qui classe et qui classe on fait. Est-ce qu'on compte faire carrière là-dedans? Parce que nous connaissons mécanique, son bagage qui vaste. Des fois, si nous compte faire carrière, soit là, l'apprendre génie mécanique auto, etc. Ou bien tout, est-ce que son branche en tant mécanique, là, on fait spécialisation? Oui, je fais spécialisation dans branche dans mécanique auto. Pendant que je apprends général salésien, le samedi, je cours électricité automobile. C'est là-dedans moi compté spécialisé dans l'électricité automobile.
Ça veut dire, est-ce qu'il y a trait électrique dans la machine, c'est dans le branche ça ou vous voulez spécialiser? Oui, dans la branche électrique là pour passer scanner, retirer panne sur machine. Parce que la machine a évolué. Dans quelques années plus tard, nous allons des moteurs électriques. Pour ça, nous avons déjà commencé à préparer pour moteur électrique. Parlez avec nous, comment vous avez beaucoup là dans ENAM qui fait sa lésion? Comment efficacité quoi? Fais-moi connaître. Nous travaillons très bien, vu l'ambiance est très bien, et puis les gens qui a la tête, nous, un directeur pédagogique, il veut à ce que tout le bagage soit fait dans les normes respectives, et il veut à ce que pas de discrimination dans nous. Nous apprenons bien, il veut à ce que le travail soit fait, et nous avons matériel pour nous travailler. Dernière question pour nous finir, Lodiana. Je ne dis pas, ils attribué le film, soit audifié des fois qu'on n'y a pas quoi dans compétence, des fois c'est mouvement Madame Papa à régler, des fois c'est programme Border Get à régler, Rabordaï à régler. Mais nous avons une femme qui décide d'apprendre un métier technique, ou bien une femme qui brave danger, qui apprend des séries de métiers pour gagner vie. Si tu as un message pour toute femme pareille, pour le gado, pour le tando, ou bien tout jeunesse haïtienne dans Cap Tando, c'est qui message tu as Lodiana? Le message pour jeunesse haïtienne, c'est pas minimiser la technique, parce que la technique c'est lui-même qui est à la base du monde. Nous toujours courir vers les sciences, et pourtant sciences, tout bagage sciences, il y a des gens là-dedans. Technique là, Haïti c'est un pays qui vierge sur le plan technique. Nous avons un paquet de bagages qui t'a supposé, l'industrie nous t'a supposé gagner, mais qui faut mettre sous pied. Si nous apprenons nos métiers techniques, nous avons plus ou moins qu'à jeune travail et pour aider la société haïtienne à évoluer. Merci Lodiana, c'est ton plaisir pour Télé Soleil être avec vous. Nous disons bonne fête femme et pas négliger femme, bailler la vie et puis fleurir la vie dans ça qui est bon. OK? Si tout vos pays Haïti a monté, pays d'Haïti monté, dans Valais nous gagnons comme femme créole. C'est un parfum devant jour, ou pour émotion chalet la vie, ou pour caresse. Nous avons un atelier mécanique auto salésien ENAM. Moi c'est présidente mécanique 2. Je vais apprendre mécanique auto. Nous avons un atelier mécanique là, ça c'est machine nous gagne à la disposition nous pour nous faire pratique et aussi nous gagnons des moteurs. Nous gagnons aussi atelier magasin des outils nous qui par l'autre bord et puis ça c'est salle mécanique auto. Nous gagnons appareil ça c'est pour lever poids lourd. Nous avons un appareil ça c'est pour lever poids lourd et puis aussi nous avons des moteurs pour nous travailler. Moteur ça pas sous machine mais un moteur ça c'est pour Isuzu Trooper ça qui là. Moteur ça c'est pour Isuzu Trooper ça qui là et puis aussi nous avons des machines pour faire pour fouiller et des trous qui ça ont rapport avec mécanique ajustage et aussi machine ça aussi c'est une perceuse. Nous avons un appareil ça qui capte vent l'air là et puis il permet de nous faire nettoyage dans l'atelier parce que là on a nos atelier mécanique où supposé nettoyer chaque jour parce que mécanique pas faite dans saleté. Tant qu'on a notion mécanique dis-moi qui ça ou étant maîtriser soit comme acquis technique. Nous avons travaillé sur comment pour entretenir véhicule propre pour faire maintenance là-dedans. Maintenance c'est nettoyage. Et puis pour changer l'huile, filtre, changer gaz et puis laver machine. Nous apprenons tout ça, nous travaillons aussi au niveau du moteur. Nous travaillons dans le fonctionnement du moteur là, qui ça fait machine fonctionner, c'est le moteur là qui base fonctionnement véhicule. Et pas mon démonstration non parce que comme moi là capot machine levé, moi même pas connais c'est caméra moi connais
c'est à qui me connaît, pas non, quel qui technique en ce qui a fait dans mécanique, à qui mécanique dans baguette. Mais fait quelques connaissances avec si on a besoin de connaître quelques noms parties qui dans machine là. Après-moi non. Nous gagnons dans machine là. Parce que les téléspectateurs t'a bien et t'as voulu comprendre tout et comprendre connaître quelques bagages tout à travers compétences ou même on qui t'apprend là. Donc quand personnalisé yo, cap ba nous mécanique tout. Oui. Nous gagnons là et ça c'est moteur machine et machine ça. Machine ça c'est un Peugeot. C'est une marque française liée. Nous avons un moteur là qui là. Moteur là placé devant machine là. Nous avons ça qui c'est filtre machine là. C'est les vents à entrer l'air là à entrer dans machine là, li filtrer pour retirer grosse et petite saleté. Nous avons là c'est l'huile frein. Nous avons une boîte fusible qui là. C'est partie électronique dans la machine là. Et puis nous avons un collecteur d'admission qui là. Nous avons un collecteur d'admission et collecteur d'échappement li pas en bas. Nous avons des bougies de préchauffage. Parce que c'est un moteur diesel lié. Moteur diesel là c'est et bougie préchauffage et moteur gasoline là c'est bougie d'allumage qui fait fonctionner. Et si je regarde la Rosanna, il n'y a pas de bagages qu'on est là, pas vrai? Oui, pendant 2 ans, nous apprenons, pour nous bâtir tout le bagage, nous apprenons un paquet de bagages. Oui, avec du sens où vous aimez métier ça, vous aimez. Oui, moi-même, si je me depuis dans métier formation, je suis en orientation, parce que je suis déjà à Baïva. Ah, ok. Mais un message, non, parce que il y a des mesdames qui t'arrivent, parce que quand les mesdames, amis téléspectateurs, qui sont femmes, et aider-nous, faire connaître que mécanique là, qui genre de métier lié, qui genre, si tu as venir susciter, exciter pour venir. Non, dis-moi, parler avec eux. Oui, comme m'a toujours dit, mécanique là, c'est un métier qui est à la base de toutes choses. Ou pas qu'à fonctionner sans la mécanique. Même médecin, il a besoin de mécanicien pour l'hôpital à fonctionner. Si pas de courant, la fonctionner sous génératrice il a un problème, il a besoin de mécanicien qui peut dépanner. Pas de rien faire ou pas besoin de mécanique. Mécanique là dans toute bagaille. Mécanique là dans toute bagaille. Merci un peu, Rosanna. Mais dans l'espace ça nous a mentionné vous amis téléspectateurs c'est qui côté nous là. Nous dans la saline, nous dans CAEP Salésien Don Bosco. Ça, c'est l'école ENAM, École nationale des arts et métiers, nous dans le bâtiment mécanique auto. Un message à l'endroit de Salésien parce que yo avez 83 ans depuis qu'il travaille dans le pays d'Haïti, il a formé un pile monde dans le métier, technique, dans l'école classique, etc. Puis formé en Haïti, quand même, de loin ou de près, ils sont bénéficiaires de œuvres salésiennes dans le pays d'Haïti. Si tu as un message à l'endroit de Rosanna, c'est quel message que tu as bien? Ma première, c'est pour l'initiative ça, il y a gagné qui s'était mettre l'école dans la saline parce que Caille Salésien Don Bosco, c'est la première école salésienne qui est implantée en Haïti. Ma première, c'est et puis m'a dit pas négliger pour te soutien d'une façon spéciale économiquement avec étudiants qui étudient dans toute Salésien qui gagne dans le pays d'Haïti. Amis téléspectateurs, nous avons avec nous c'est Rosanna Lourdiana qui t'a parlé avec nous, c'est étudiante dans mécanique auto et deuxième année c'est lui-même qui t'a partagé connaissance déjà avec nous et je dis à Télé Soleil te fait déplacement dans l'occasion Journée mondiale femme, nous te venu et big up mesdames yo, faire ouais tout mesdames c'est pas tout le temps, c'est pas seule activité j'en ai toujours dit c'est wana et border get mais gain bagay tout y a plein. Kembe la Rosanna parla bien. Merci. Michel-Ange est aussi un diplômé en électromécanique. Parlez-nous de l'expérience de métier, ça un métier plus fort ces garçons qu'on là mais ou même ou décider d'apprendre comme femme. Oui. Moi-même en tant que femme, tant que je fais partie de l'électromécanique, bon, c'est pas comme ça je apprendre, c'est depuis autrefois, dès qu'on a fait cette expérience là quand même, je battre trop courant.
Bon, moi, je dis c'est quand même, depuis que je finis, il faut aller dans l'électricité. Que moi, je venu dans l'école là, moi, j'ai toujours une électromécanique, moi, j'ai participé. En tant que femme, c'est le choix que moi, j'ai fait. Ok, ces choix sont faits, mais au diplômé, comment expérience vous avez travail? Dis-moi, parlez un peu. Non, pourquoi à travail, non. Moi, juste attendre, moi, j'ai déposé CV, j'ai passé l'interview déjà, m'attends toujours. Et parlez un peu de l'électromécanique. Faisons mes téléspectateurs là, dit électromécanique, de qui ça, métier ça, filière ça, occuper les mêmes. Bon, filière ça, c'est plus partie électricité. Qu'un peu de tout, depuis électromécanique ou mécanique ou électronique. Et un message oui, pour toute femme qui peut regarder et qui peut le temps de vous. Bon, message pour toute femme qui attend. Ça que c'est pour nous-mêmes femmes, faut nous prendre en tête nous. Pas comme si pour nous dire nous ces femmes ne doivent pas apprendre n'importe bagaille. Toujours pour que ça nous apprendre non. Pas quitter le monde décourager nous, juste prendre en tête nous. OK, merci, c'est ton plaisir. À vrai dire, et moi je viens dans ENAM depuis janvier, mais c'est pour technique. C'est technique réseau informatique. Comme on est en Haïti, presque filles pas tellement apprendre métier ça. L'aime vini élèves yo, tant que c'est garçons, il y a plus garçons parce que nous c'est 3 filles. Élèves yo, tant que garçons yo toujours minimiser nous, yo toujours dit nous que nous pas exercer métier. Parfois on a dit oh, pour qui sont pas dans la jardinière? Pour qui ne sont pas toujours un studio de beauté qui est venu là comme technicien? Nous pas technicienne. Mais moi pas t'occuper, moi juste mettre que ça m'a pas prendre non parce que moi voulais un côté privé. Et puis comment expérience dans la classe? Comment formation au professeur yo répond à la hauteur? Oui, après j'ai 4 modules. J'ai fini 4 modules, moi composé pour eux. Oui, son formation, ENAM a une formation professionnelle. Et pas professionnelle, l'homme dit universitaire. Parce que il y a des modules qui viennent ensemble avec eux, les ou aller dans l'école professionnelle, ils va venir avec eux. Par exemple, nous avons un métier et formation, ils vont aller nous de métiers. Nous avons aussi des concours et des modules éthiques professionnels aussi. Là, aller dans l'autre école professionnelle, ou pas jeune, mais ce professeur très comme très compétent et puis ils ont là d'expliquer à la hauteur de ça que a fait. C'est une bonne expérience parce que moi j'ai 4 mois et 3 mois dis-je, moi j'ai entré l'encours que ça m'a pas. Rappelez-vous mes téléspectateurs, c'est qui femme qui t'a parlé avec eux? Moi-même, c'est Jean Naomi. Moi, j'ai étudié technique, réseau informatique et ANA. Surtout nous-mêmes, nous dans le pays d'Haïti, nous-mêmes, nous parlons de femmes créoles. On ne parle pas de la femme la caille. Si tu as un message pour femme la caille, des fois, on a toujours dit oh, c'est activité bordel guette, c'est la bordel réglé, mais nous-mêmes, tout qui décide de venir apprendre. C'est quel message tu t'as pied? Moi, je souhaite que toute femme cherche un métier que apprendre. Ça qui peut terminer à études classiques, pour retourner à l'école, pour ne pas arrêter dehors, parce que fait monsieur n'a pas respecté nous. Fait monsieur pense que nous ne sommes pas compétents, que nous ne sommes pas entreprendre dans la société. Et pourtant, nous avons place dans la société. Je souhaite toute femme qui est dans la bordée, qui gaspille l'avenir, qui a perdu du temps pour retourner à l'école et puis pour apprendre le métier, pour arriver côté que vous avez arrivé. Télé Soleil dit, nous-mêmes toutes femmes, pays d'Haïti, Kembela, pas la guerre. Ok, merci Télé Soleil. Merci et profitez saluer toutes femmes en Haïti et partout dans le monde. Some
Comme l'oiseau porte ses rêves, comme le cœur porte l'amour, femme, comme une rose qui frétille quand le soleil fait son sourire. Tu t'ouvres à moi et tu m'enlèves dans le rêve. Femme, tu es la mère, tu es l'épouse, tu es la divine maîtresse.